Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux étudiants du Master SILAD de me faire confiance pour cette introduction, sous contrôle bien entendu. Donc je suis Michel Bernard, mon 30 ans d'expérience dans le domaine du SIG, enfin de ce qu'on appelait quand j'ai commencé la cartographie numérique, en 88 je me souviens. Et aujourd'hui je suis plus, disons, j'interviens davantage sur les aspects toujours liés au SIG, mais également au BIM, donc Building Information Management, ou GeoBIM d'ailleurs, puisque c'est ce qui m'intéresse. Alors c'est pas le sujet de ce matin. Quand les étudiants m'ont demandé de prendre en charge cette première présentation et définition, évidemment, je me suis interrogé, qu'est-ce qu'un géoservice? C'est bien le sujet d'ailleurs. Et bon, j'ai essayé d'en faire une description un petit peu large, vraiment très très large, et de partir vraiment dans tous les axes. Et ce sera le but de la journée, de resserrer un petit peu et de voir où on va. Donc c'est de toute façon évidemment un concept, une géométrie très variable, une notion en tout cas, avec bon, je dirais des géoservices élémentaires que l'on utilise tous, avec des fonctionnalités qui sont des commodités désormais dans la cartographie. J'aurais bien aimé ce matin d'ailleurs, parce que j'étais coincé dans les embouteillages, savoir maîtriser tous ces nouveaux outils, que ce soit Waze et compagnie, mais je les utilise pas, à vrai dire. Donc on a géolocalisation, codage, itinéraire et j'en passe. On a bien sûr, quand on entend géoservice, tout ce qui est OGC, enfin j'y reviendrai, donc des ressources, donc ressources d'accès plus ou moins brutes, plus ou moins directes, à des serveurs et des infrastructures, donc WMS, FS, etc., donc XS, et Open Machin et API et ainsi de suite. On a aussi des applications prêtes en l'emploi via le web, on en verra certaines ce matin d'ailleurs, et puis des développements à façon. Donc tout ça, c'est à la fois des géoservices qui se composent de géoservices et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un ensemble assez complexe à définir, mais en tout cas, on va y retrouver des fondamentaux. On va commencer évidemment par les données, et puis les traitements, les opérations. Deuxième question, alors là je suis évidemment comme tout le monde, je vais chercher sur le web des définitions, des informations et j'ai trouvé celle de la Suisse, enfin en tout cas de Géo-Suisse, je sais plus, l'administration fédérale qui a écrit un certain nombre d'éléments donc, sur le sujet et pour lesquels donc, un géoservice c'est rendre les informations accessibles et les mettre en réseau. C'est vrai qu'on a implicitement en tête le fait que géoservice égale web service, pour la petite histoire, mais vous le savez tous. 30 ans aujourd'hui de l'Internet, enfin aujourd'hui à 2 jours près je crois. Il est intéressant de voir qu'à l'époque, Tim Berners-Lee a écrit en 2011-2012 que les web services étaient eux déjà une notion à géométrie variable et que pour tout le monde, bon, ça paraît évident maintenant qu'on utilise des web services, mais qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, à la fin, il y aura un ensemble de standards qui vont définir tout cela. Enfin bon, je vous laisserai retourner vers les adresses en question. Celle de ce site en Suisse, excusez-moi, l'organisme fédéral, je ne sais plus lequel, s'il est à Lausanne ou à Genève, mais en tout cas est très intéressante et leur description et toute la documentation qui va avec est très riche, très bien structurée. Je reviens au premier type de géoservice auquel je faisais allusion et que j'avais en tête. Donc c'est tout ce qui est, entre guillemets, grand public, enfin, tout ce qui tourne plus autour des problèmes de géolocalisation, géochalandise, donc vous avez tous, bien sûr, des cartographies dans vos smartphones, enfin en tout cas ceux qui en ont. Il est intéressant peut-être de pointer sur une étude déjà ancienne peut-être, mais en ce qui concerne l'impact économique des géoservices, la société Oxera avait travaillé donc, sous commande de Google, il faut quand même le rappeler, donc c'est assez orienté, mais sur un document vraiment très bien fait pour évaluer l'économie de ces géoservices et leur impact. Lequel document a été cité d'ailleurs dans une étude à laquelle je vous invite aussi à vous référer, de la société Edater avec un autre partenaire pour l'évaluation des impacts des infrastructures de données spatiales, donc qui avait travaillé pour la région Languedoc-Roussillon, Occitanie aujourd'hui, sur un document extrêmement riche pour ceux qui voudraient travailler plancher sur cette question d'impact et retour sur investissement. C'est un document particulièrement intéressant. Celui-ci ne s'intéressant évidemment qu'à l'aspect que j'évoque ici, géolocalisation, chalandise, etc. Donc je parle de GeoTrouve-Tout parce que maintenant on a effectivement de la cartographie
cartographie à peu près partout, même si pour Uber, ce n'est qu'un élément, c'est à la fois un élément disons, de direction pour les clients, pour les utilisateurs et surtout pour les conducteurs. Enfin bref, vous en trouverez des tas d'exemples. Je cite dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses qui ont bougé aussi. Le site, enfin vous connaissez sans doute bien ici, qui a la particularité, lui, de présenter les choses dans des géoservices 3D avec une cartographie, enfin une scénographie particulièrement efficace et très intéressante. Bon, c'est voilà, un exemple parmi d'autres. Alors bien sûr, qui dit géoservice dit, je viens de l'évoquer, infrastructure de données géospatiales. Et donc dans le service public, dans les collectivités, on va en trouver évidemment beaucoup d'exemples. Ceux qui me paraissaient intéressants de mettre en évidence, j'aurais pu en faire des dizaines de pages, voire ne jamais m'arrêter. Bon, il y a évidemment les Géo Guyane, Géo je ne sais quoi, enfin toutes ces infrastructures régionales, départementales. Bon, tous les départements ont à peu près aujourd'hui un catalogue de géoservices. J'en ai trouvé certains d'ailleurs qui étaient fermés, ça m'a un peu surpris. Hein. Je suis tombé, je ne dénoncerai pas, mais sur une communauté d'agglomération, dont tous les géoservices étaient soumis à restrictions et uniquement destinés au secteur public, c'est-à-dire à leur propre collectivité. C'est-à-dire qu'on est sur une belle page d'accueil, très alléchante, et puis quand on veut accéder à un géoservice, ne serait-ce que de la cartographie thématique et des choses comme ça, là il faut faire partie du Cénacle. Bon, en règle générale, ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de choses ouvertes. Bon, ce qui se développe beaucoup, enfin ce que je regarde beaucoup pour l'intérêt que j'ai aujourd'hui vis-à-vis notamment du bâtiment, Building Information, c'est tout ce qui tourne autour de l'urbanisme, des permis de construire, enfin, tout ce qui tourne autour de l'aménagement du territoire, mais plus en termes urbains, on va dire. Et il y a beaucoup de choses qui bougent dans les géoservices. Pour la partie déclarative au niveau des permis de construire, ça va arriver très vite, ça va être assez complexe d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des géoservices venant à la fois de l'univers que l'on connaît, donc du géoportail ou géoportail de l'urbanisme, mais aussi probablement des géoservices venant du monde du bâtiment. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir la plateforme Kroki, K-R-O-Q-I, qui est sous maîtrise d'œuvre du CSTB, maîtrise d'œuvre et d'ouvrage d'ailleurs, financée aujourd'hui, refinancée dans le cadre du plan, ce qui était le PTNB, plan transition numérique du bâtiment, qui aujourd'hui fournit des services. Alors ils ne sont pas encore géo, mais tôt ou tard ils vont le devenir, et aujourd'hui c'est plutôt des services de partage de documents et partage de maquettes. Donc on est dans la maquette 3D, on n'est donc pas très loin de la géographie, et on va y arriver très vite par connexion et par interaction entre portail de l'urbanisme, portail du bâtiment, donc ce fameux croquis dont je parlais. C'est assez intéressant. Alors bien entendu, les éditeurs ne sont pas en reste. Quand je dis éditeur, c'est éditeur de logiciels. Donc j'ai travaillé 15 ans pour Esri, je ne le cacherai pas. Donc j'ai mis en exergue les géoservices proposés par Esri, mais aussi par la plateforme Géo de Business Geography, par Arctic. Enfin, tous les éditeurs, de toute façon aujourd'hui, se doivent de fournir des géoservices, je dirais de base, élémentaires à leurs utilisateurs, pour que ceux-ci n'aient pas à aller chercher la cartographie de base, la photo, l'orthophoto ou le satellitaire mondial de tel et tel fournisseur. Donc ce sont des géoservices, encore une fois, assez élémentaires en général, c'est en fait du fond de carte, mais ça va quand même très généralement vers du géocodage, par en lot ou unitaire, par des opérations de calcul d'itinéraire, d'optimisation de tournée, j'en passe, et ça peut aller très loin jusqu'à des applications métiers. Je pense notamment chez Esri, mais là j'en parle mieux que personne, parce que le programme Arcopole est un programme pour lequel j'avais bossé et que j'avais initialisé avec 2 autres personnes d'Esri il y a une dizaine d'années, et qui est un programme en fait de géoservice applicatif à destination des collectivités, avec tout un environnement assez avancé, donc qui, encore une fois, se compose à la fois de services élémentaires et de services de traitement, d'opérations diverses et variées. Dans le monde des entreprises, je ne peux pas ne pas mentionner Web Geoservice, qui est installé à Montpellier, bien que assez discrètement. Donc Web Geoservice travaille dans l'univers de Google essentiellement. C'est une belle réussite, je pense, une start-up qui a démarré effectivement sur Montpellier et puis aujourd'hui a des filiales un peu partout dans le monde. D'autres sociétés
sociétés, et notamment que l'on va voir ce matin, Dark Sky Lab et d'autres. D'autres sociétés de Montpellier qu'on ne peut pas ne pas évoquer comme pour l'urbanisme, donc LK Spatialiste. Donc tout ça, ce sont des entreprises qui se sont engagées et engouffrées, je dirais, dans une demande, une attente de géoservices beaucoup plus explicatif. J'en ai encore pour 5 minutes, donc là je vais accélérer. Donc j'ai essayé ensuite, bon, sur ces exemples que vous pouvez bien entendu compléter, j'ai essayé d'imaginer un discours autour de l'architecture et surtout des composants des géoservices. J'ai trouvé, alors j'ai mis Sourcigène, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit cela, mais en tout cas voisin, donc une slide qui explique effectivement que l'architecture générale se compose en fait, certes d'un cadre technologique, que je vais juste compléter tout à l'heure, un cadre décisionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut exprimer, qu'est-ce qu'on veut fournir, proposer dans ces géoservices. Est-ce que c'est juste descriptif, cartographie, est-ce que c'est prédictif, allez ici, allez là, faites ci, faites ça, ou faites de l'opérationnel, quoi, ou prescriptif, bon, s'il arrive ceci, faites cela. Bon, on verra dans les exemples qui seront donnés tout à l'heure. Mince, alors je vous ai envoyé un transparent hier que vous n'avez pas récupéré. Alors, je me suis fendu d'un travail de malade là pour essayer de décrypter un peu plus cette affaire, donc je vais le ressortir et s'il vous plaît on le mettra pour la fin de la présentation. Donc le cadre technologique, puisque je vais rester sur les trois couches qui me sont présentées ici. Le cadre technologique, bon, je l'ai déjà dit, c'est le web. Bon, je ne vais pas faire celui qui est développeur, je n'ai jamais été développeur, j'ai juste vu passer des tas de terminologies, donc SOAP, REST, API et j'en passe. Aujourd'hui on parle beaucoup de semantic web, donc de données liées, de link data. Ça c'est au niveau des perspectives quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ça va effectivement changer peut-être la façon dont on structure les données, ou du moins qu'on puisse accéder à des données qui ne sont justement pas structurées. Le web immersif avec tout ce qui se passe au niveau de la 5G, de Bluetooth, etc. En fait, avoir des outils qui permettent de se diriger davantage avec différents médias et se connecter à des capteurs beaucoup plus proches que ne le sont aujourd'hui, en tout cas plus précis que ne sont les GPS que l'on connaît, BIM-SIM, etc. Là, on n'insiste pas, parce qu'on y passerait des heures, tout le cadre technologique fourni, en tout cas standardisé, normalisé par l'OGC, qu'il faut aller regarder de très près. Mais on voit qu'il y a 20 ans, on partait de 3 ou 4 web services. Je parle bien là de web services normalisés. Aujourd'hui, on en a certainement une cinquantaine, ou pas loin, qui sont proposés. Quant au cadre décisionnel, j'ai trouvé un exemple très intéressant de réflexion. Ça n'a rien d'une définition de web service, de géoservice, ni quoi que ce soit, mais c'est une réflexion élaborée par l'AFNO, donc Fédération nationale des agences d'urbanisme, dans un document que vous pouvez télécharger, qui est vraiment très très riche, et qui permet de voir finalement quand on se pose la question de je crée un géoservice, pourquoi faire, pour qui, comment. De ce cadre, disons, d'usage, donc décisionnel ou pas, descriptif, etc., prédictif, et comment et à qui on va s'adresser. Ils ont donc pris ce parti de présenter d'une manière assez riche donc, une approche de la Smart City qui soit une approche tournée vers l'usager, tournée vers l'utilisateur, pas uniquement vers la technologie. Et j'invite, bon, si vous voulez, si vous avez le temps, je vous invite à aller lire ce document donc, qui me paraissait très intéressant comme base de réflexion méthodologique sur définir un web service, un géoservice, je vais y arriver, à destination d'un public que l'on aura évidemment préalablement identifié dans ce type de diagramme. J'en ai fini pour cette présentation sur laquelle je reviendrai donc en complétant tout à l'heure à l'issue des 3 démonstrations, présentations qui vont être faites. Et j'introduis donc Dark Sky Lab avec l'accent pour permettre d'illustrer les propos